Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 24 juin et je suis heureux d'accueillir le docteur Ménin. Bonjour docteur, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour, Monsieur Trotta. Je vais vous appeler Sylvano, ce sera plus sympa. D'accord. Je m'appelle Éric Ménage, je suis médecin. J'ai le plaisir de m'intéresser beaucoup à cette histoire de coronavirus qui m'a beaucoup touché humainement. Et voilà, j'ai donc fait quelques vidéos pour d'abord les gens qui lisent ma revue. J'ai une revue mensuelle. Et puis finalement, j'ai eu le plaisir de mettre quelques extraits sur YouTube parce que il y avait quand même deux, trois points qui nous agaçaient beaucoup. Et puis, j'ai eu la chance et le plaisir de voir que j'avais eu plus de 500 000 vues. Derrière ça, j'ai lancé une pétition pour réclamer l'abrogation du décret qui nous interdisait de faire notre métier, c'est-à-dire de soigner nos patients en fonction de nos envies, nos connaissances et les besoins de ces patients. J'y reviendrai parce que je pense que c'est un point très important. Et cette pétition que j'avais lancée juste avant celle du professeur Perron a eu plus de 400 000 signatures. Bon, le décret a été abrogé pour être remplacé par autre chose qui n'est pas forcément mieux. Et aujourd'hui, l'épidémie est terminée, bien sûr, donc les questions sont différentes. Alors, quand vous dites que l'épidémie est terminée, moi ça m'intéresse parce que dès qu'on allume la radio, on allume la télé, on n'entend plus que cluster, 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 nouveau cas, explosion par-ci, explosion en Allemagne, explosion en Guyane. Et qu'est-ce qui se passe? Et je vous ai tendu une perche, hein, je suis gentil. Excusez-moi, je vais juste fermer mon téléphone pour pas qu'il. Pourquoi je dis qu'elle est terminée? Alors, je suis volontairement provocateur, évidemment. On ne voit plus de malades. J'ai beaucoup travaillé pendant 3 mois, je vous assure. J'anime ou je participe à plusieurs forums de médecins qui représentent sur la France plus de 500 médecins en tout, sur tous les forums. Et j'ai posé plusieurs fois la question. Bien entendu, on a échangé nos expériences comme d'autres, hein. Beaucoup de médecins ont fait ça parce qu'on était perdus face à ce nouveau virus. On voulait comprendre, on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait, quel traitement, lequel ne marche pas, etc. Et comprendre aussi les symptômes. La réalité, c'est que pendant des semaines, je demandais, alors vous avez vu combien de malades? J'ai beaucoup de confrères dans l'Est, hein, évidemment, qui ont eu beaucoup, beaucoup de malades. Et puis là, depuis mais presque un mois, au moins 3 semaines, 99% de mes collègues me disent qu'ils ne voient personne. J'ai des collègues qui prennent des gardes de 24 heures, pas un malade. Je parle bien de malades. Et on en vient à votre remarque. Évidemment, on parle de cluster en permanence. Moi, je suis dans la région toulousaine. On a eu un cluster dont on nous a beaucoup parlé à Blagnac. À ce jour, 33 malades référencés, pardon, excuse-moi, 33 cas positifs référencés, pas un seul malade, pas une seule hospitalisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, pourquoi on nous parle tout le temps de clusters et de gens positifs? On devrait nous expliquer combien il y a de gens positifs et combien il y a de gens malades et combien il y a de gens hospitalisés. Je viens de lire le dernier chiffre, effectivement, sur la Guyane, plus de 250 cas par jour, plus de 200 personnes positives par jour supplémentaires. Ça paraît énorme. Mais combien de malades? Normalement, s'il y avait la même épidémie qu'en février-mars, les services de réanimation de Guyane devraient être saturés. On a envoyé en Guyane des experts, mais on n'a pas envoyé de réanimateurs. On n'a pas envoyé de lits de réanimation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon problème, c'est que moi, petit médecin de campagne, je dois essayer d'interpréter les chiffres que nos dirigeants ou nos experts veulent bien nous donner. On n'a pas d'informations. Mais si je regarde à Blagnac, pas un malade. Si je me demande à mes confrères partout en France, pas un malade. Donc, il faut bien différencier, et je demande à tout le monde de bien lire, quand vous lisez 200 cas, 300 cas, un cluster de 40 ici, de 50 là, on a 18 clusters, c'est normal, puisqu'on teste, enfin on teste. On a l'impression que nos spécialistes redécouvrent l'intérêt des tests. Mais tester des gens et les voir positifs ne veut pas dire qu'il y a une épidémie de gens malades et qu'il y a une épidémie en plein développement.
on n'a pas du tout la même situation qu'au début. De toute façon, on peut l'interpréter. Il y a que trois hypothèses. Hypothèse 1, si on avait testé autant qu'on teste maintenant, il y a 3 mois, on aurait eu 100 000 cas positifs par jour. Et donc, Absolument. on fait la une des médias qui s'en seraient délectés. Hypothèse 2, la charge virale du virus, elle devient faible. C'est ce que j'explique moi dans mes émissions, parce qu'il y a des infectiologues milanais, turinois, romains, américains qui disent que la charge virale diminue, ils peuvent se faire ce qu'ils veulent, ils diminuent. Et l'hypothèse 3, ce serait que est-ce que les tests sont vraiment fiables et qu'est-ce qu'on teste, quoi. Ouais. Alors, ce sont trois hypothèses qui sont vraies, à mon avis, ensemble. On va commencer par la troisième. Qu'est-ce qu'on teste? Ça, c'est une vraie question. Quand on vous parle de cluster, est-ce qu'on a testé par PCR? Je vous rappelle que la PCR, c'est ce qui permet, par un écouvillon dans le nez, de trouver du matériel viral, donc de trouver du virus. Et un certain nombre de spécialistes nous ont expliqué que quand les gens ont été malades, ils peuvent excréter du virus pendant plusieurs semaines. Des morceaux de virus, c'est-à-dire des morceaux d'ADN, ce qu'on appelle du matériel viral, non infectant et non contagieux. Donc, déjà, quand une PCR est positive, est-on sûr que c'est du virus virulent? Et puis, quand ce sont des gens positifs, est-ce que ce sont des gens positifs en sérologie? Parce que si c'est une sérologie, évidemment, ça ne veut strictement rien dire. Mais on ne nous donne jamais la réponse. On ne donne jamais cette précision. Testé par PCR ou par sérologie. On va supposer que c'est des PCR parce que quand même nos spécialistes connaissent la différence et on ne peut pas imaginer qu'ils nous parlent de clusters de gens avec des sérologies positives parce que ça ne veut strictement rien dire. Alors, si on a autant de malades, autant de gens positifs en PCR, est-ce que c'est du virus entier ou est-ce que c'est des morceaux de virus? Personne ne nous le dit. Moi, je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas l'information. Mais dans tous les cas, on est sûr, quand on voit le nombre de cas, et je vais reprendre l'exemple de Blagnac parce que je l'ai recherché, étudié dans mon coin, puisque je suis à côté, donc j'ai pu avoir l'information plus précise. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'hospitalisation. Donc, en février, on avait un cluster de 33 personnes. D'abord, vous avez vu comment ça s'est passé à Mulhouse ou sur Charles de Gaulle. C'était tout de suite des centaines. Donc déjà là, pourquoi que 33? On aurait dû avoir plein de cas qui se seraient développés. Et puis, on devrait avoir des malades, des gens qui arrivent à l'hôpital et qui sont hospitalisés en réanimation. Il n'y en a aucun. Donc, effectivement, vous arrivez à votre deuxième hypothèse qui, à mon sens, n'est pas une hypothèse, qui est une réalité, on ne peut pas imaginer autrement. Le virus a perdu de sa virulence. Le premier à l'avoir dit, c'est le professeur Montagnier quand il était passé sur CNews, où il avait expliqué que ce virus, du fait de son génome, probablement modifié artificiellement, cherchait à se débarrasser d'un certain nombre de morceaux d'ARN et que cette mutation le rendait moins virulent. Il l'a déjà dit il y a 1 mois et demi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça la bonne piste, c'est-à-dire que ce virus mute, heureusement pour nous, dans le bon sens et devient de moins en moins virulent et contagieux, donc moins de malades autour des clusters et moins de cas autour des clusters et aucun malade. Votre première hypothèse, c'était Alors, la perte de virulence, les tests, et la troisième, c'est que finalement, si on avait testé ah oui, beaucoup bien sûr. les mêmes nombres de gens en proportion, on aurait eu 300 000, Bien 200 000. entendu. La vraie réponse aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui se passe en Guyane, c'est qu'avant, on ne testait pas, donc on ne trouvait pas les malades. Maintenant, on teste. Voilà. Alors, il y a des inconnus quand même, hein, bien sûr. On a le Brésil, on a la Chine. Là, il y a un cluster en Allemagne, il reconfine 300 000 personnes. Je dirais, on peut supposer, on peut considérer qu'ils ont raison d'être prudents, mais peut-être qu'il y aurait d'autres façons de faire aujourd'hui. On commence à avoir un peu de recul. Je sais bien que le protocole du professeur Raoult n'a toujours pas été validé par la science, mais on a quand même beaucoup de chiffres intéressants pour nous faire dire que si on voulait rassurer la population, l'aider à passer des vacances sereines et relancer l'économie, ou en tout cas lui permettre de se redévelopper, je pense qu'il existe d'autres solutions que de paniquer tout le monde et de reconfiner à la moindre inquiétude. Parce qu'on est bien d'accord, on reconfine pour des gens positifs, non malades. C'est exactement ça, positif, non malade. Donc on se demande pourquoi on reconfine, parce que justement, moi je ne suis plus qu'un seul tableau dans les statistiques, c'est le nombre de gens en cas critique, hein. Tout à Et là, fait. il ne cesse de baisser absolument partout dans le monde. Oui, oui.
Alors ça, on est certain que ça baisse partout, à tel point que, bon, bien sûr, tous les pays déconfinent. J'ai eu d'ailleurs la surprise dans ces chiffres curieux de voir qu'en France, on est tout le temps à 25 morts par jour. Ça ne baisse pas. J'avoue que ça me surprenait un peu. Je veux rappeler quand même aux auditeurs qu'il y a 1700 morts par jour en France, en moyenne. D'accord? Là aussi, dans les chiffres, on nous dit 25 morts, mais ils ont quel âge? Ils sont morts de quoi? Depuis quand étaient-ils malades? Ça aussi, c'est une forme de manipulation. Il faut que les gens sachent que quand quelqu'un meurt du Covid, il a été infecté il y a plus d'un mois. Donc, ce n'est pas des gens qui ont été infectés il y a 8 jours, il y a 15 jours. Ils ne font pas partie des clusters dont on vous parle. Et en plus, qui sont-ils? Parce que on l'a vu, si vous voulez, c'est intéressant d'ailleurs, si vous comparez les chiffres de la mortalité en général et dans l'étude de Raoult. Dans l'étude de Raoult, il n'y a eu que des morts au-dessus de 70 ans. Il n'y a eu aucun mort en dessous de 60 ans, je crois à peu près, de mémoire. Hein. C'est quand même très intéressant parce que malheureusement, nous sommes tous amenés à mourir un jour. On a vu quels étaient les facteurs de risque. C'est quand même important que tout le monde comprenne quand même que le virus, et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il y a d'autres solutions que le confinement, le virus, vous savez la grande phrase de Béchamp, le virus n'est rien, le terrain est tout. On a quand même pour le même virus des gens qui n'ont aucun symptôme et des gens qui meurent pour le même virus. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on explique aux gens et qu'on fasse des études pour comprendre ce phénomène. Pourquoi il y a autant de différences pour le même microbe? Donc, il y a peut-être, au lieu de lutter par le confinement, on pourrait peut-être lutter en augmentant le terrain. On connaît les terrains à risque en améliorant le terrain. On connaît les terrains à risque, le diabète, l'hypertension, l'obésité, hein, c'est les trois grandes pathologies à risque, et l'âge. Mais l'âge est-il vraiment un risque? Est-ce que les gens malheureusement âgés qui sont morts du Covid ne seraient pas morts quand même? Est-ce que les 24 morts aujourd'hui par jour, quel âge ont-ils, ne seraient-ils pas morts quand même dans le mois qui vient? Et cette question a été soulevée par beaucoup d'épidémiologistes. C'est pour ça d'ailleurs que notre mortalité en 2019, jusqu'à maintenant pour le premier semestre, n'est pas supérieure à 2018 et on a une surmortalité qui est chez les personnes âgées équivalente à celle de la grande canicule. Parce que, en fait, c'est juste un épiphénomène qui vient créer une mortalité un peu plus rapide, un peu plus précoce chez des gens déjà fragiles qui seraient probablement morts dans l'année. Donc, il faut voir tous ces arguments pour arrêter de paniquer tout le monde. Quand je vois des jeunes de 25 ans avec un masque dans leur voiture, je trouve, c'est pas qu'ils ont tort, c'est que ça veut dire qu'ils ont peur. Et nous, en ce moment, on est en train vraiment de gérer et de traiter la peur de nos patients. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous pose des problèmes au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils développent des pathologies. On craint un certain nombre de suicides, on a des dépressions, on a des gens qui ne veulent plus sortir de chez eux, on a de l'isolement, on a vraiment des gens qui ont souffert alors qu'ils n'ont pas été malades. Ouais. Et il faudra mesurer cette souffrance. Récemment, une étude sur l'hydroxychloroquine a dit il n'y a pas d'effet sur la mortalité, mais les gens sont malades moins longtemps. Mais si vous avez vu dans votre entourage des gens qui ont été malades, vraiment qui ont eu cette deuxième phase de la maladie, moi, il se trouve que dans ma clientèle, j'ai eu aucune hospitalisation et donc aucun mort. Bon, on en reparlera un autre jour, mais ce n'est pas une statistique de toute façon. Mais j'ai eu 2-3 malades, des gens qui ont eu vraiment cette deuxième phase avec une gêne respiratoire très, très angoissante, très gênante, très, très pénible. Ben, je peux vous dire que si l'hydroxychloroquine permet de réduire la durée de ces symptômes-là, quel médicament génial! Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être, on n'a pas d'études randomisées. Donc, peut-être que la mortalité avec l'hydroxychloroquine n'est pas très différente. Peut-être. Mais c'est le cas de plein de médicaments qu'on vous donne au quotidien qui n'ont aucun effet sur la mortalité, mais qui soulagent les symptômes et qui réduisent la durée de la maladie. Et donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Personne n'a sauté sur cette étude. On va dire, mais alors voilà, c'est ça qu'il faut faire. Parce que l'étude n'intéresse personne. Vous avez bien vu que l'hydroxychloroquine, dès le départ, n'intéresse absolument pas Big Pharma, alors que les résultats sont là. Hein. On en pense qu'on en veut. Déjà, ce n'est pas que l'IUHU de Marseille qui a traité à l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'est 52% des patients, si on s'en réfère au réseau CERMO qui regroupe quand même 800 000 médecins dans le monde. 52%, c'est juste énorme, quoi. Hein. Et donc, et ça fonctionne, puisque on voit les résultats, le taux
de létalité, le taux de mortalité de l'IEHU de Marseille par rapport à d'autres hôpitaux. Donc moi, à la limite, je veux dire, il n'y a que ça en tant que patient, et je pense aussi tous nos auditeurs, qui les intéressent. Les études randomisées, on va dire, au pire, une étude randomisée dit que ça n'apporte rien, il y a quelque chose qui cloche, puisque les faits donnent raison à ceux qui l'ont utilisé. Et au mieux, quand on voit déjà toutes ces études qui ont été faussées, ça fait poser de grandes questions, parce que finalement, l'hydroxychloroquine, elle est connue depuis très longtemps, depuis 2002, comme étant quelque chose qui atténuait la charge virale. Oui, oui, tout à fait. Mais on peut aller plus loin tout en restant très rigoureux scientifiquement. Encore une fois, Raoult n'a pas fait une étude, il a soigné. Pour moi, je le félicite et j'applaudis. C'est notre job. C'est ce qu'on a voulu faire, nous, les médecins de terrain, les médecins du quotidien. Et on nous a interdit de le faire. Non seulement on nous a enlevé des médicaments, mais en plus, on a dit aux patients, surtout ne consultez pas votre médecin, allez aux urgences, allez dans un centre Covid. Mais les gens avaient besoin de voir leur médecin. Bon, ça c'est un débat. Mais surtout, si on revient sur l'hydroxychloroquine de façon objective, une étude chinoise, dès le départ, in vitro, c'est-à-dire dans les éprouvettes, montre qu'il y a 2 médicaments qui sont efficaces sur le virus. Personne n'a contesté cette étude, publiée dans Nature. 2 médicaments efficaces sur le virus dans une éprouvette. Le remdesivir, fameux médicament de Gilead, et l'hydroxychloroquine. N'importe quel scientifique, et j'ai envie de dire même n'importe quel dirigeant sans connaître la médecine, aurait dû dire, c'est simple, on va donner à la moitié des gens le remdesivir, à la moitié des gens l'hydroxychloroquine. Pourquoi on ne l'a pas fait? Moi, je ne suis pas contre le remdesivir, je n'ai rien contre. Le remdesivir, ça coûte 4 000 € le traitement. Le Plaquenil, ça coûte 4 € le traitement. Ça, c'est une vraie différence. Moi, si j'aurais été dirigeant, j'aurais dit, attendez, vous avez un médicament qui a l'air de marcher à 4 000, un médicament qui a l'air de marcher à 4 €. Testons déjà celui de 4 €, on va voir. Le test n'a jamais été fait. Le seul qui a décidé de le faire, c'est Raoult. Mais il l'a fait sans randomiser. Les scientifiques me sont tombés dessus. Lui, il n'était pas là pour randomiser, il était là pour soigner. Pourquoi aucun de ces scientifiques qui ont critiqué Raoult n'a pas fait une étude simplement randomisée sur l'hydroxychloroquine? Aujourd'hui, où l'épidémie est quasiment terminée, nous n'avons toujours aucun traitement officiel. Imaginez s'il y avait vraiment une deuxième vague. On nous a bassinés, oui, on va faire discovery, recovery, etc. Aucun traitement officiel. Ce qui fait que si vous avez un vrai cluster de malades, on reconfine tout le monde. Alors qu'en fait, il faudrait améliorer le terrain des patients. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup d'études, j'ai écrit un dossier sur ce sujet, beaucoup d'études, pas sur le coronavirus, mais sur les virus en général et sur l'immunité, pour savoir ce qu'on peut faire. Et deuxièmement, traiter avec ce qu'on a, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, azithromycine, qui a l'air de fonctionner à la première étape, donc chez les gens, quand ils sont encore chez eux et qu'ils ont les tout premiers symptômes. Ça coûterait rien du tout. Et on aurait besoin de confiner personne. Et on peut faire l'étude aujourd'hui. Faisons-la sur tous ces clusters. Faisons-la. Pourquoi on ne les traite pas, ces gens-là? Parce qu'ils ne sont pas malades, je crois. Oui, c'est l'autre, c'est la raison, finalement. Et donc, on fait toujours cocorico en France, mais là, maintenant, il y a quand même pas mal d'études qui sortent sur la surmortalité française, quoi, dans tous les domaines. Ce n'est pas que le fait déjà qu'il y a eu beaucoup de morts. On a un taux de létalité, à ne pas confondre mortalité, le plus élevé au monde. On a un taux de mortalité parmi les 5 premiers au monde. Et on a aussi les personnes, à cause du confinement, qui n'ont pas été soignées. Ouais. Alors, je vous apprécie beaucoup, M. Rota, mais je vais malheureusement vous contredire un petit peu. Allez-y. Le taux de létalité, je m'en fiche royalement. La conséquence de notre taux de létalité, qui est parmi les 5 plus hautes au monde, sa seule conséquence, c'est de montrer à quel point on est mauvais au niveau des tests et à quel point notre pays était sous-développé. Et je dirais que demain, vous verrez que notre létalité, et la mortalité du Covid, on la connaît, notre létalité n'a rien d'extraordinaire. La létalité, pour rappeler à tout le monde, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de malades. En France, aujourd'hui, c'est 20%. C'est délirant. Mais tout le monde sait que le Covid n'a pas 20% de létalité. La létalité de Covid, c'est moins de 1%. Mais si on vous dit ça, est-ce que vous allez vraiment avoir envie qu'on vous vaccine pour une maladie aussi peu mortelle? C'est un autre débat, mais je pense que c'est ça.
La létalité, le taux de létalité de la France prouve qu'une seule chose, nous avons un système de santé qui a été laissé à l'abandon. À la fois d'abord le personnel, qui est sous-payé, des lits qu'on ferme, des personnels qui manquent partout, et des moyens. On a vu les masques, mais les tests. Tous les pays qui s'en sont mieux sortis que nous, ils ont testé. Et aujourd'hui, on est tout content de faire des tests. Et au lieu de dire c'est bien, on sait qui est, on angoisse tout le monde en parlant de cluster, en disant la Guyane, c'est une catastrophe, à Blagnac, attention, il y a un cluster. Et du coup, tout le monde a peur, tout le monde se renferme. On empêche l'économie de se développer. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les restaurants. Moi, je suis allé au restaurant. Le jour où ça a ouvert, j'étais dans un restaurant pour les aider à redémarrer. Mais les restaurants sont pleins à 30% pour l'instant. Et c'est la peur qui fait ça, uniquement. Oui, oui, c'est la peur. J'ai même des clients hôteliers qui me disent qu'il y a des clients qui refusent que du personnel vienne faire les chambres. On rendez Oui, compte, oui. en de 3 jours, parce qu'ils ne veulent pas que personne rentre dans les chambres. C'est juste affolant, quoi, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire là? Parce que quand même, je veux bien le Ségur de la santé, redéfinir les priorités. Vous, en tant que généraliste, comment vous voyez ça? Alors, c'est une excellente question et en même temps très complexe qui demanderait, je dirais, des heures et des heures de débat. D'abord, je crois qu'il faut comprendre que cette crise a montré à quel point les experts fonctionnaient dans le principe de la pensée unique. On cherche le meilleur traitement pour tout le monde et le même. L'exemple de l'hydroxychloroquine et du protocole Raoult est un exemple très très bon parce que franchement, il n'y avait aucune raison de dire à Raoult de ne pas faire son traitement. On pouvait en faire d'autres, mais on doit redécouvrir la valeur de la diversité. Je l'ai dit tout à l'heure, un virus avec des symptômes tellement variables d'un individu à l'autre. Rien d'un côté, très grave de l'autre, et au milieu, plein de gens qui ont eu un peu beaucoup. Donc forcément, ces gens-là ont besoin de traitements individualisés. Je ne vais pas vous dire lesquels, ce n'est pas la question du jour. Vous me posez une question sur le système de santé. Qui connaît mieux le patient que le médecin traitant? Aujourd'hui, tout est fait, et encore dans les propositions du Ségur de la santé, lisez les commentaires, entre autres de Jérôme Marty, président de l'UFML, tout est fait pour tuer la médecine libérale. Et je crois que le grand public doit l'entendre, ça. On veut absolument tout faire pour que la médecine soit décidée en haut lieu, le même traitement pour tout le monde et des exécutants dans les villes et les campagnes pour appliquer ce qu'on aura décidé en haut lieu. Mais en haut lieu, on ne connaît pas les malades. C'est ça, c'est l'écueil du coronavirus. C'est ça. On ne connaît pas les malades. Qui connaît les malades? Le médecin traitant. Et chaque malade est différent. Il n'aura pas besoin de la même chose. La véritable evidence-based medicine, vous savez, peut-être vous connaissez ce terme, en français, on l'a traduite par la médecine basée sur les preuves, mais c'est faux. Evidence-based medicine veut dire médecine basée sur les faits. Et cette médecine-là, qui est la médecine la plus scientifique et que je défends, c'est une médecine qui prend en compte 3 critères. La science, elle est indispensable, mais aussi les caractéristiques particulières du patient. Et ces caractéristiques particulières, ça peut être son terrain, ses pathologies, mais aussi sa psychologie, sa vision de la mort, sa volonté de se soigner comme ça ou comme ça. Et puis l'expérience, le troisième critère, c'est l'expérience du médecin qui sait que dans ce cas-là, ce médicament n'est pas indiqué. Nous savions tous, nous médecins de traitant, nous médecins de terrain, que le plaquenil pouvait être utilisé chez lui et pas chez l'autre. Nous le savions, ce n'était pas la peine de nous l'interdire. On savait faire ce choix. Et c'est ça l'évidence-based medicine. Donc, la solution, c'est de remettre le médecin traitant au cœur du système et d'accepter la diversité de chaque médecin. Moi je suis homéopathe, il y a des confrères généralistes qui sont anti-homéopathie. Ça ne me choque pas, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai aucune velléité contre ces médecins qui préfèrent le tout chimique. Pourquoi? Parce que c'est leur choix et il est très respectable. Et c'est ensuite à chaque patient de choisir la façon dont il a envie d'être abordé, soigné. Par contre, celui qui va dire
ah non, moi je sais que tel traitement marche et tel traitement ne marche pas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que on peut avoir, vous allez voir 10 médecins aujourd'hui pour la même pathologie, je vous assure, vous aurez 10 traitements différents. Et il y en a 9 qui marchent. C'est ça qui est formidable. Et donc peut-être qu'il faut redonner simplement un peu non pas de pouvoir, mais de droit et de liberté surtout aux médecins traitants et ne surtout pas créer une pensée unique et une administratisation de cette médecine. Les ARS n'ont aucun intérêt. Si vous regardez le nombre d'employés, faites l'étude, le nombre d'employés qu'on a créé avec les ARS, le nombre d'emplois, c'est formidable pour le chômage certainement, mais je suis désolé, il y a 10 ans, ces gens-là n'existaient, ces postes-là n'existaient pas. J'aurais préféré que tout cet argent aille aux infirmières. Franchement, on aurait eu une médecine beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Et puis, il faut arrêter peut-être aussi de croire qu'en France, on sait tout et de regarder ce qui se passe ailleurs. Par exemple, en Allemagne, ils ont une biologie qui est très développée. Ils ont eu des tests immédiatement et ils ont su les faire immédiatement. Et en France, on ne sait pas pourquoi, on a des spécialistes, surtout en infectiologie, qui ne croient pas aux tests. C'est pour ça qu'en ce moment, ils découvrent tout d'un coup que des tests, ça peut montrer que des gens sont positifs, sauf qu'ils confondent positif et malade. Voilà. Donc, il y a certainement un travail à faire de fond, mais la réponse à votre question générale, c'est de remettre le médecin traitant au centre du jeu et d'accepter cette diversité de pratiques qui permet à chaque individu, à chaque usager de la santé, à chaque malade d'être soigné comme il en a envie, comme il le ressent. Bien sûr, il faut qu'il y ait des contrôles, il ne faut pas faire n'importe quoi, etc. Bien entendu, il y a des critères à mettre en place, mais je pense que les médecins qui font 10 ans d'études, il y a toujours des brebis galeuses dans tous les métiers. Je ne dis pas que tous les médecins sont parfaits et ne font jamais d'erreur, mais je pense que la majorité sont des gens très responsables et qu'il faut leur redonner, leur faire confiance. Et c'est ce que ne font pas nos experts. Ils ont décidé qu'on était des gens à abattre et que la médecine devait se décider dans les bureaux du ministère. Et ça, c'est dramatique. On l'a vu avec cette crise du Covid, hein. On a vu on a vu cette tentaculaire ARS, hein, qui impose tout. On l'a découvert. Par exemple, moi, je l'ai découvert avec Nicole et Gérard Delépine. C'était juste affolant, quoi, qui se mêlent de tout jusqu'à comment traiter un patient. Au final, alors comme vous le dites, tous les patients sont totalement différents. Il n'y a que le généraliste, le médecin traitant qui les connaît parfaitement bien. On a l'impression de vouloir se diriger vers une espèce de médecine à la Microsoft, à la Bill Gates, où on met le doigt dans un robot qui fait une prise de sang, il vous prend le cœur et puis il vous donne le verdict à la fin. Et ça, franchement, on n'en veut pas. Et puis aussi, on a découvert, comme vous l'avez dit, qu'il y a des experts, des infectiologues experts qui ne croyaient pas aux tests. Ouais, mais on avait quand même l'infectiologue le numéro un au monde, quoi. Et bizarrement, lui, on ne l'a pas écouté. Parce que lui, Raoult, ce qu'il dit depuis le départ, c'est testons, isolons, traitons. Ce qui était tout à fait logique. Mais bon, soyons réalistes. Hein. Pourquoi on ne l'a pas écouté? C'est parce qu'on n'en avait pas les moyens. C'est ce que n'ont pas voulu dire les experts officiels. C'est, bah oui, ça serait ça qu'il faudrait faire, mais on est incapable de le faire. Ils n'ont pas osé dire ça au peuple. Donc, ils ont dit non. De la même façon, on a dit au départ, ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose, hein, qu'on a quand même l'infectiologue expert du groupe d'experts à l'Élysée, qui a quand même dit au départ, il n'y aura que 2-3 malades, ne vous inquiétez pas. Puis ensuite, qui nous a dit, les masques, ça ne sert à rien. Mais tout ça parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils étaient incapables. Le problème, c'est que moi, je peux entendre, dire, ah oui, on ne savait pas. J'entends en ce moment avec tous les gens qui passent, comme le professeur Salomon, lors des audiences à l'Assemblée ou au Sénat, dire, ah oui, mais on ne savait pas, on n'avait pas, c'est un virus nouveau, etc. OK, on peut entendre ça. Mais enfin, quand même, on peut aussi espérer que ceux qui se disent experts en savent un peu plus. Et malheureusement, les experts que l'on a écoutés, que le gouvernement a écoutés, se sont trompés sur chaque point. Et c'est ce que d'ailleurs dénonce le professeur Perron dans son livre, avec beaucoup à la fois de véhémence, mais de qualité. Ils se sont trompés à chaque fois. Donc, on veut bien croire que le virus était vraiment, et moi-même, j'ai découvert des choses et j'ai été surpris par ce virus.
Mais pour autant, on attend que des experts qu'ils aient un petit peu plus d'intuition parce qu'ils sont censés avoir étudié beaucoup de choses. Et c'est eux qui ont fait le plus d'erreurs. Alors, il y a des questions à se poser. Ben, il y a beaucoup de questions à poser. D'abord, un, pourquoi on continue à écouter ces gens-là qui se sont trompés depuis le début? Et surtout, absolument tout. Comment on fait pour écouter encore Salomon qui disait que les masques ne servaient à rien, alors que ça, c'est le B.A.-ba, hein. On n'avait pas besoin de masques pendant que la pandémie était là, pendant que le virus il était vraiment très virulent. Et maintenant, on nous fait mettre des masques quand il va faire 35 degrés dehors, alors qu'il n'y a plus rien. Donc ça, c'est franchement, celui qui arrive à me faire expliquer ça, je lui paye une caisse de champagne. Et puis surtout, c'est faux en disant quand il dit qu'ils n'avaient pas d'expérience, parce que la France n'a pas été le premier pays touché. Il y a eu la Absolument. France, il y a eu la Corée du Sud, il y a eu l'Italie bien avant. Et franchement, moi j'ai fait une émission le 11 avril qui expliquait ce que les professeurs italiens avaient découvert, mais personne ne l'a écouté, quoi. Alors qu'elle a été vue 1,5 million de fois rien que sur ma chaîne, personne ne l'a écouté. Tout à fait. Et, et franchement, en plus, ces pays-là n'ont pas confiné. Il y a les Chinois qui ont confiné à la chinoise, hein. C'est-à-dire que les gens Mm. restaient chez eux et puis on leur apportait à manger. On ne les autorisait pas à aller dans l'endroit où il y a le plus de virus au mètre cube, dans un hypermarché comme les Français. Puis il y a les Coréens qui ont été l'exemple à suivre. Mm. Je ne vois pas pourquoi Salomon dit qu'il ne savait pas. S'il ne savait pas, ça veut dire qu'il faut qu'il démissionne. Parce que ça veut dire que moi, en tant que youtubeur, j'avais beaucoup plus d'informations que lui. Et moi, ce n'est pas mon métier. Et lui, par contre, c'est son métier. Donc c'est grave ce qu'il dit. Je pense que vous avez tout dit. Raoult l'avait dit dans une de ses premières vidéos. Malheureusement, les Français ne lisent pas les études chinoises parce qu'elles sont en chinois, alors qu'on a des très bons traducteurs maintenant. Et vraiment, on a l'impression souvent dans ce pays qu'on a encore une imagino et que rien n'arrive. Les virus, ni les nuages de Tchernobyl, ni les informations. À chaque fois en France, on veut refaire les études en disant non, non, on va regarder parce qu'on n'est pas sûr. Les tests, ils sont validés dans un pays. Non, 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 il faut qu'on refasse tout à l'Institut Pasteur et qu'on voit si ces tests sont bons. Enfin, voilà. Et donc, alors, je suis d'accord qu'il faut valider. On a vu aussi qu'il y avait des tests qui étaient de très mauvaise qualité. Donc, bien entendu, il faut de la validation. Mais à un moment donné, on peut faire confiance aussi aux autres pays. Et vous avez tout à fait raison. Les experts français n'ont jamais, jamais, jamais écouté les experts des autres pays et l'expérience des autres pays et les études et accepter les études des autres pays. Et c'est comme ça d'ailleurs que Raoult a eu cette idée d'utiliser l'hydroxychloroquine et l'azithromycine parce que les Chinois l'ont fait et que les résultats étaient manifestement intéressants. On manque encore d'études pour valider tout, mais au quotidien, il n'y avait aucune raison de ne pas donner ce traitement, à Exactement. condition qu'il soit prescrit par un médecin, Bien évidemment. Hein. sûr, bien sûr. Quoique, justement, à propos du Plaquenil, il était en vente libre jusqu'au 12 Mhm. janvier. Vous avez, vous, une idée pourquoi il n'était plus en vente libre à partir du 12 janvier? Sincèrement, non. Bon, il y a beaucoup de théories qui circulent. Est-ce que c'est un hasard de date? Est-ce que c'est pas un hasard de date? Moi, j'avoue que je n'ai aucune information là-dessus et j'ai plutôt envie de croire que c'est un hasard de date. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. C'est que ce médicament était en vente libre depuis 50 ans. Ouais. L'Agence française du médicament a mis 50 ans qu'il avait des contre-indications sévères. Je suis comme vous, hein, je suis circonspect. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, comme je vous le disais. J'ai écrit un dossier sur le coronavirus, j'ai écrit quelques articles. Du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un rapport de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui a réévalué le plaquenil en 2009. Ce rapport est très facile à trouver sur Internet. Hein. Il est libre de droit, il est public. Et ce rapport disait que dans la période examinée, il y a eu, alors je ne me rappelle plus des chiffres, je vais vous dire de mémoire, 120 000 prescriptions, que 75% de ces prescriptions ont été faites par des généralistes et que aucun effet secondaire n'avait été retrouvé et que le service médical rendu était toujours suffisamment bon pour qu'on continue à autoriser la vente libre du Plaquenil. Ça date de 2009. Donc effectivement, pourquoi 10 ans après, ce rapport de la HAS a été contredit? Je n'ai pas la réponse. Sincèrement, je ne sais pas. Il faudrait savoir de quand datent les premières études sur l'efficacité du Plaquenil sur le coronavirus.
Bon, j'ai plus tendance à penser que c'est un hasard de date, mais bon. Après, moi, en tant que médecin, à la limite, je trouve normal que le Plaquenil soit sous prescription médicale. Donc, si vous voulez, le fait qu'on ne le laisse pas en vente libre, s'il n'y avait pas eu le coronavirus, ça ne m'aurait jamais choqué, hein. Il faut bien le comprendre. Le Plaquenil, comme tous les antipaludéens, doit être un médicament sur prescription parce qu'il y a des choses graves. Vous avez vu le chanteur Stromae avec un autre antipaludéen célèbre que je ne citerai pas, qui a été très malade. Donc voilà, il ne faut pas s'amuser avec ces médicaments. Et je comprends que des gens aient dit, attention, l'hydroxychloroquine, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Mais pour autant, nous, ça fait 25 ans qu'on l'a prescrit tous les jours, ou presque, et il y a des millions de personnes qui l'ont prise et on n'a jamais eu d'effets secondaires. Et effectivement, on a beaucoup plus d'effets secondaires avec le paracétamol. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé. Et je vais vous raconter 2 anecdotes. La première, c'est, vous avez vu qu'immédiatement, nos experts nous ont dit, donnez du paracétamol. Mais je suis désolé, à ce jour, il n'existe aucune étude sur le coronavirus qui ait prouvé que prendre du paracétamol était bénéfique et n'était pas dangereux. Et je suis désolé, pourquoi on dit une chose pour l'hydroxychloroquine et pas la même chose pour le paracétamol? On devrait interdire le paracétamol car il n'existe aucune étude qui me prouve que d'en prendre n'aggrave pas la maladie. Ça, c'est un premier point. Mais vous avez la même chose avec la cortisone en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi le sujet. On a prouvé, ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, que la cortisone améliorait le sort des malades en réanimation. Ça n'a rien à voir puisque, je vous rappelle, interdiction de prendre de la cortisone au début d'une infection à coronavirus, hein. Surtout, attention, n'en prenez jamais. Et d'ailleurs, nos experts nous ont dit qu'il ne fallait pas prendre non plus d'anti-inflammatoires. Et pour une fois, je pense qu'ils ont raison. Mais tous les spécialistes de réanimation, et j'ai l'article, donc c'est facile, ça aussi c'est public, ont dit, mais on n'a pas attendu les études pour utiliser la cortisone. Et je vais vous dire entre nous, Monsieur Trotta, heureusement qu'ils n'ont pas attendu. Mais pourquoi on ne les met pas en prison, ces gens-là qui ont osé utiliser la cortisone alors qu'ils n'avaient pas d'études à leur disposition? Et pourquoi pour l'hydroxychloroquine, il ne faut surtout pas l'utiliser parce qu'on n'a pas d'études? Il y a une espèce d'aberration ici, si vous voulez, et toujours 2 poids 2 mesures. Voilà. Donc il y a eu vraiment une volonté de nuire à l'hydroxychloroquine. On sait pourquoi. Je vous l'ai dit au début de l'entretien. L'étude chinoise a clairement montré qu'il y avait 2 antiviraux qui auraient pu être efficaces, mais c'était in vitro, je vous le rappelle, le remdesivir et l'hydroxychloroquine. Il fallait tuer le soldat hydroxychloroquine. C'était une évidence, parce que, évidemment, je vous rappelle à tout le monde que le remdesivir n'est utilisé dans aucune maladie aujourd'hui, à part l'Ebola. Il n'y a aucune AMM en France, personne n'utilise le remdesivir en France, à ce jour, sauf depuis le Covid, bien sûr, et ce médicament était sorti pour traiter Ebola, ce qui est un tout petit marché, vous comprenez. Et tout d'un coup, il peut marcher sur le coronavirus qui va toucher des milliards de gens. Je pense que les conclusions s'imposent d'elles-mêmes. Il est normal que le laboratoire ait voulu imposer son médicament. Et moi, je ne reproche rien à Gilead. C'est leur job de vendre leurs médicaments. Je reproche aux experts de se laisser influencer. Je reproche aux dirigeants de ne pas avoir la lucidité de comprendre ça. Parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui le comprennent facilement. Que Gilead ait voulu vendre son remdesivir, c'est normal. Par contre, que l'OMS impose une étude comme Discovery, qui est une honte pour des scientifiques, et encore plus une honte pour des médecins qui se veulent humanistes, ça me choque beaucoup. Mais l'OMS, on sait bien que c'est un organisme privé. Et ça aussi, tout le monde doit le savoir. Les gens confondent ONU et OMS. Non pas qu'ils ne savent pas que c'est différent, mais ils pensent que c'est géré de la même façon. L'ONU, c'est les nations qui financent. Il y a des lobbying, il y a tout ce qu'on veut, on peut critiquer des décisions de l'ONU, mais ce sont les pays qui gèrent l'ONU, point. Il n'y a pas de capitaux privés. L'OMS est une entreprise strictement privée. Donc, elle n'a la valeur qu'on veut bien lui donner. Mais en fait, ce sont des intérêts privés que l'OMS défend. C'est tout. Il faut comprendre ça. Donc, il faut arrêter de boire du petit lait quand on entend l'OMS et de croire que c'est la parole de Dieu. C'est la parole des investisseurs. C'est une entreprise privée, l'OMS. Point. Donc, elle n'a pas plus de valeur que Gilead. Gilead est une entreprise privée.
elle fait son business, elle essaie de vendre son médicament. L'OMS est une entreprise privée, elle essaie de vendre son intérêt, donc ses médicaments à elle. Et Voilà. l'OMS avait aussi fait tout faux, il dit tout faux depuis le départ. C'est ça qui est extraordinaire et on continue à l'écouter. Et dès qu'ils font une déclaration de presse, tout le monde la reprend sans faire aucune Absolument. vérification. Comment vous avez vécu, vous, en tant que généraliste, quand vous étiez confiné? Les gens, ils sont plus venus dans votre cabinet? Alors, moi, j'ai une pratique qui est peut-être un peu particulière par rapport à d'autres. Je fais une médecine de terrain, je fais une médecine un peu plus lente. Ça veut dire que mes consultations sont des consultations d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure parfois. Et j'ai un agenda qui est rempli à 6 mois. Donc, parce que je fais peu d'aigus et beaucoup de chroniques. C'est pour ça que je ne peux pas me comparer à d'autres confrères généralistes qui ont une pratique différente. Mes rendez-vous étaient tous prévus, évidemment, en février, mars, avril, mai. Enfin, on va dire mars, avril, mai, puisque février, on a encore travaillé normalement. Et moi, pour justement gérer la peur de mes patients et l'inconnu, on ne savait pas où on allait venir. On a réellement eu un problème avec des réanimations saturées dans certaines régions. Je leur ai tous proposé de faire des consultations par téléphone. Et après un petit creux au mois de mars où il y a eu une espèce de stand-by et personne ne savait ce qu'il fallait faire et tout le monde était un petit peu dans l'inconnu et dans le stress, à partir d'avril, j'ai consulté à 100% par téléphone, sauf quelques patients que je devais absolument voir et qui acceptaient de venir au cabinet. Voilà. Bon, moi, j'avoue que j'ai eu aucune crainte personnelle. On a beaucoup travaillé sur les traitements possibles du coronavirus parce que il y a le protocole Raoult qui est certainement un des meilleurs entre nous, mais on a beaucoup de plantes qui ont des effets proches du plaquenil. Donc on avait plusieurs protocoles possibles en association ou pas avec l'azithromycine, qui, je rappelle, est aussi un antiviral, bien qu'étant antibiotique, et ça c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Donc voilà, alors maintenant on le déconseille, alors c'est formidable, on a quand même, je crois que c'est l'Académie de médecine qui nous a déconseillé d'utiliser, et même l'ordre, d'utiliser l'azithromycine dans le coronavirus, alors que ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'il faut utiliser les antibiotiques dans les bronchites virales. Tout médecin généraliste, on va dire traditionnel, donne des antibiotiques dans la grippe, alors que évidemment les antibiotiques ne marchent pas sur la grippe, mais marchent sur les surinfections. Donc c'est une espèce d'aberration. Voilà, et puis je vous dis sincèrement, même si je sais que l'homéopathie n'a plus le droit de citer maintenant dans notre pays, mais on a eu d'excellents résultats sur les symptômes avec l'homéopathie. Et est-ce que c'est pour ça que de mon côté et chez mes confrères homéopathes, on a eu très très peu d'hospitalisation, mais enfin en tout cas, voilà. Donc j'avais pas de crainte personnelle ni pour moi, ni pour mon entourage, ni j'ai d'ailleurs quelqu'un dans mon entourage qui a eu le coronavirus et on s'en est très bien sorti avec un traitement homéopathique. Voilà, maintenant, ce n'est pas des statistiques, vous comprenez bien, M. Trotta, c'est des cas particuliers. On ne fait pas une généralité d'un cas particulier. Mais enfin, voilà, donc voilà comment j'ai vécu. Donc, moi, je l'ai vécu de façon assez détendue personnellement et pas inquiète. Comme j'ai peu consulté, j'ai eu moins de problèmes, peu consulté en direct, je veux dire, j'ai eu moins de problèmes à cause des masques que mes confrères qui étaient aux urgences ou confrontés au quotidien à la problématique au départ, avant qu'il y ait ce confinement. Mais vous voyez, là aussi, c'est la police de la pensée unique. C'est incroyable parce que moi, pendant le confinement, j'ai fait une émission avec le docteur Brousselian, qui est Je un homme, connais bien Edouard. Edouard. Il a des résultats spectaculaires et tout son réseau spectaculaire contre le Covid. Je trouve complètement incroyable qu'il y ait en France, il y a des gens qui puissent penser que l'homéopathie, c'est une illusion. Mais comme plein d'autres choses, moi, je suis frontalier avec l'Allemagne. Dans les hôpitaux allemands, ils traitaient avec de Bien sûr. l'intraveineuse en vitamine C. Ils traitaient avec l'ozonothérapie. Quand on voit le taux de mortalité des Allemands, il serait peut-être temps de se dire qu'il faudrait peut-être arrêter d'écouter cette police de la pensée unique française. Tout à fait. Alors, vous avez un très bon exemple dans ce système-là, c'est l'Inde, parce que l'Inde a quand même été aussi touchée. C'est quand même des pays où on sait bien que le confinement est impossible. C'est comme en Afrique. Personne ne croyait qu'on pourrait faire un confinement en Afrique. D'ailleurs, ils ont fait de leur mieux, mais de toute façon, il n'y a pas eu d'épidémie. On nous a dit aussi, oh là là, ça va être très grave en Afrique, c'est une catastrophe. Et finalement, non. En Inde, ils ont réussi à très très bien gérer. Et il faut savoir que l'homéopathie fait partie des traitements officiels, qu'ils ont fait des études en Inde sur l'homéopathie. Et je ne dis pas que l'explication est que dans l'homéopathie, mais enfin, en Inde, l'homéopathie a été un des éléments probablement
qui a permis de gérer cette crise. Voilà, parmi les patients célèbres, vous savez que le prince Charles est soigné en homéopathie par un homéopathe indien très connu. Vous savez que le prince Charles a été malade très peu de temps. Bon, c'est peut-être parce qu'il était très, très costaud, il avait un très bon terrain, mais enfin, en tout cas, il n'a pas été hospitalisé. D'habitude, les Anglais n'ont pas un excellent terrain. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, cher monsieur. Oui, mais en tout cas, moi, je tiens à vous remercier. Et puis surtout, vous passez sur ma chaîne absolument quand vous voulez, parce que c'est important de continuer à suivre cette actualité. Ce serait quand même bien en ce moment de montrer aux Français qui dormaient un petit peu, maintenant il y en a de plus en plus qui s'éveillent, que la science, ça ne s'achète pas, que les médecins sont là pour prescrire, soigner surtout, hein. Et on n'est pas là pour faire des études, attendre 6 mois que des études sortent. Et en plus, il y en avait une qui était sortie avec un résultat fantastique. Pourquoi pas? Mais elle ne sortira jamais, quoi. Et qu'il faut absolument préserver cette liberté de prescrire et des médecins de soigner. Oui, ça c'est très important. Et là, tout de suite, essayez de laisser partir cette peur. Soyez plutôt rassurés. Écoutez quand on vous dit qu'il y a des clusters, est-ce que ce sont des positifs ou des malades? Parce que dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des malades. Regardez en Chine, on nous a vaccinés, il y avait 100 malades, 100 positifs, pardon. Tout d'un coup, on s'est dit sur 22 millions, c'est rien du tout. Ouais, on ne parle plus de la Chine là déjà, on n'en parle plus. Bon, je pense que ça sera intéressant de voir effectivement comment ça va aller en Guadeloupe, en Guyane, parce que bien sûr, c'est normal qu'on soit inquiet, mais on ne nous donne pas les informations. Mais j'attends d'avoir les chiffres d'hospitalisation et de mortalité. Et là, on pourra se dire, bah, effectivement, le virus en Guyane n'est peut-être plus le même, n'est peut-être pas le même, il a peut-être une autre mutation, ou il n'a peut-être pas encore muté par rapport au virus qui circule en ce moment sur le territoire français. Enfin, en France, nous, les médecins de terrain, on ne voit plus de malades. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que comme les mathématiciens et les épidémiologistes l'avaient prévu, l'épidémie s'éteint. Et que se passera-t-il cet automne? Aujourd'hui, personne ne sait. Personne de raisonnable ne pourra vous donner une réponse. Mais moi, je peux juste dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout inquiet. Voilà. Après, on aura peut-être des mauvaises surprises, mais aujourd'hui, je n'ai aucune crainte de l'automne. Non plus. De toute façon, on va suivre de près ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui ressemble au niveau climatique Oui, à notre Europe et qui, eux, rentrent là en plein hiver. en plein hiver. En tout cas, vous passez quand vous voulez. Moi, je voulais vous dire vraiment merci Gentil. et continuez. Envoyez-moi votre blog, comme ça je le mets dans le descriptif de l'émission et les abonnés pourront aller le consulter avec grand plaisir. Ben, merci de votre accueil et de votre invitation et à bientôt dans tous les cas. À bientôt, docteur Eric Mena. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, c'est valeureux. Au revoir.